Tout d'abord, en guise d'introduction, je souhaiterais m'associer à tous les remerciements qui ont été formulés ce matin, bien évidemment. Et en particulier, je pense, parce que ça fait partie des choses qui sont un petit peu ingrates aux étudiants qui ont organisé, évidemment, cette journée, cette matinée. Et je pense qu'Emmanuel s'associe bien sûr à ces remerciements. Je voudrais aussi vous présenter les excuses de Romain Molin qui était empêché, qui était le speaker initial et que je remplace bien volontiers et avec beaucoup de plaisir et d'honneur. On a pris le parti, puisqu'on a des profils évidemment différents, pas opposés mais différents, de juristes et d'économistes, de dialoguer, un peu comme parfois les juges savent le faire entre eux, pour avoir, dans une vie antérieure, traîné mes guêtres à Luxembourg, il y a un vrai dialogue parfois entre juges, et donc on va essayer aussi de dialoguer sur cette thématique du guide que la Commission européenne a publié en 2013 et qui reste à l'état de document de travail, donc c'est un processus en cours. Bon, il n'y a pas eu d'évolution pour le moment, mais en tout cas, on peut penser qu'un jour ou l'autre, elle le fera probablement évoluer. Document de travail qui est adossé à une communication qui est elle-même qui avait été publiée à l'occasion de la publication de sa proposition de directive, devenue directive 104/2014, qui a ensuite été transposée dans le droit français par l'ordonnance de ce début d'année. Simplement pour... là aussi, peut-être pour introduire le sujet, bon, il y a bien sûr un droit à réparation reconnu par le droit de l'Union. Je ne vais pas vous faire l'offense de rappeler la jurisprudence, Courage, Manfredi, Bleiderer, ou encore, même plus étonnamment, l'arrêt Commission européenne contre Otis. Alors, j'arrive pas à le prononcer, moi, en flamand, je ne sais pas, mais en tout cas, où on reconnaît à la Commission européenne un droit à réparation en tant que victime, alors même qu'elle est l'auteur de la décision qui finalement consacre la faute de l'auteur. Et donc, à l'occasion de cet arrêt, la Cour est venue dire, bah oui, bien sûr, on peut être à la fois l'auteur de la décision qui caractérise la faute et en même temps victime, et on a parfaitement... Et ce droit à réparation vient évidemment compléter parfaitement le public enforcement, dans cette dichotomie private-public, mise en œuvre privé ou public de ce droit de la concurrence. Alors, je disais consacré par la jurisprudence, mais en réalité, en 2001, quand la Cour de justice reconnaît ou admet l'existence d'un droit à réparation, elle ne fait qu'interpréter le droit primaire. Donc en réalité, il faut considérer que ce droit à réparation, il est consubstantiel au traité fondateur. Et j'aime, plutôt que de rappeler, disons, les termes de l'arrêt en ce qui concerne le droit lui-même, c'est de rappeler notamment le point 26 de cet arrêt Courage, où la Cour fait référence à la pleine efficacité de l'article 85, et en particulier l'effet utile de l'interdiction qu'il contient. Cette notion de pleine efficacité, d'effet utile, elle est essentielle en droit de l'Union. Il faut comprendre, si on veut vraiment appréhender parfaitement la jurisprudence de la Cour sur un plan historique, il faut bien analyser cette notion d'effet utile. Elle est toujours au cœur des décisions, des arbitrages des juges lorsqu'ils sont amenés à arbitrer entre différentes thèses, et en particulier donc ce souci permanent de faire en sorte que les citoyens européens, lorsqu'ils bénéficient d'un droit qu'ils tirent du droit de l'Union, puissent en user utilement, et en particulier dans des contextes purement nationaux. Voilà. Donc, ceci étant dit, le guide qu'on nous a demandé un petit peu de commenter ce matin, bien évidemment s'inscrit dans cette filiation. Il le vise, on le verra un peu plus tard, il donne des indications, il est là comme un outil, à la fois au bénéfice des juges, au bénéfice des parties, bien évidemment, pour obtenir, caractériser, évaluer le dommage, et c'est évidemment dans cette lignée. Autre point que je voudrais faire sur la jurisprudence, c'est que la jurisprudence de l'Union consacre un droit à réparation intégral.
Alors ça a une incidence aussi sur l'évaluation du dommage, parce qu'à partir du moment où on dit c'est une réparation intégrale, ça suppose qu'il faut resituer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver en l'absence de pratiques anticoncurrentielles. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre ce qu'elle aurait connu comme situation en l'absence de pratiques et puis la situation qu'elle a effectivement connue du fait des pratiques, et c'est ces différences que l'action en réparation est censée finalement rétablir et remettre à zéro, remettre les compteurs entre guillemets à zéro. Ça veut dire, bien sûr, réparer le dommage, la perte effectivement subie, réparer aussi le manque à gagner, et puis on en parlera aussi parce que, et c'est Emmanuel particulièrement qui en parlera, donc je ne veux pas déflorer le sujet, mais les intérêts, point sur lequel le guide est assez peu loquace en réalité. Un point aussi sur l'aspect, disons, plus procédural des choses, c'est qu'il y a certes un droit à réparation consacré, mais après ce droit, par définition, il faut avoir la capacité de le mettre en œuvre. Celui qui ne peut pas prouver un droit n'a pas de droit, on a l'habitude de dire. Ça veut dire que dans un contexte de situation où une victime entend obtenir de l'auteur la réparation de son dommage, il doit actionner évidemment normalement les moyens procéduraux qui sont les siens au niveau national, donc évidemment les procédures nationales. Et là-dessus, le droit de l'Union, jusqu'à une époque relativement récente finalement, était totalement muet. Et la jurisprudence de la Cour était très claire de ce point de vue-là. Il y a, au bénéfice des États membres, une parfaite autonomie procédurale en principe, disons, aussi longtemps que le droit de l'Union n'est pas venu encadrer cette autonomie. Alors, ce n'est pas une autonomie absolue, puisque la jurisprudence avait déjà dégagé deux principes directeurs, principes d'équivalence qui obligent les droits nationaux à ne pas, disons, traiter moins bien les justiciables lorsqu'ils entendent se fonder sur le droit de l'Union que lorsqu'ils entendent se fonder uniquement sur le droit interne. Et puis le principe d'effectivité qui commande, lui, par des règles de procédure, de ne pas priver, de ne pas rendre difficile ou excessivement difficile, voire impossible, pardon, l'usage, l'utilisation des droits qui sont conférés par le droit de l'Union. Donc voilà, ces deux choses-là. Et puis évidemment, je disais, c'était vrai en droit de la réparation jusqu'à une époque récente, puisqu'on sait maintenant que, notamment, la directive de 1404 est venue un petit peu encadrer cette autonomie, en tout cas harmoniser les choses, tout en respectant le principe de subsidiarité. On voit bien que l'utilisation de l'usage de la directive plutôt qu'un autre instrument montre bien que, quand même, prédomine cette fameuse autonomie. Alors, pour obtenir réparation, le demandeur doit quand même faire face à deux écueils, nous semble-t-il. C'est d'une part identifier le préjudice réparable, et une fois que cela est fait, évidemment parvenir à évaluer ce préjudice. Et là, le guide, disons-le, oui, ça constitue bien sûr une avancée. C'est une avancée puisque évidemment ça donne de la visibilité au demandeur, à celui qui est victime, visibilité parce que il sait d'une part que il a un droit à réparation, que ce droit à réparation couvre certains types de dommages et peut-être pas donc un certain nombre d'autres. Ça lui donne de la visibilité, et on en parlait tout à l'heure, sur éventuellement les documents, les pièces, les éléments qu'il doit rapporter pour essayer à la fois de démontrer son dommage, mais aussi le quantifier, aider le juge à prendre sa décision finalement, c'est cela. Et puis, c'est une avancée parce que ça constitue malgré tout une base de départ. C'est pas un point d'arrivée, c'est une base de départ pour parvenir à finalement une issue, quelle qu'elle soit, mais en tout cas une issue.
donc dans ce cadre-là, évidemment, ça a décrit différentes méthodes. Alors on a pris parti avec Emmanuel de ne pas vous décrire par le menu le guide en question, parce qu'il fait quand même 80 pages. Il décrit plusieurs méthodes économiques. Hein? Oui. Et donc évidemment, on s'est dit on n'allait pas revenir sur chacune de ces méthodes, vous les expliquer, etc. Ça n'a pas de sens, nous semble-t-il. On voulait se concentrer surtout sur deux séries de difficultés de notre point de vue et qui nous permettent de nous rejoindre finalement. C'est d'une part l'accès aux informations et aux données, c'est un point important. Et puis l'autre série, c'est évidemment la quantification du préjudice lui-même par différentes méthodes. Et ça, évidemment, Emmanuel sera bien mieux à même de vous les expliquer que moi. Rapidement, un mot sur l'accès, plus pour poser des questions. Je ne vais pas revenir évidemment dans le détail de ce que prévoit la directive, de ce que prévoit désormais le Code de commerce dans l'accès aux preuves. Ce n'est pas le thème de notre intervention et il y a eu d'autres colloques sur le sujet. Mais la question évidemment, c'est quand on est demandeur à l'action, quand on va vers une demande de réparation, c'est est-ce que j'ai entre mes mains déjà tous les éléments, toutes les données, et notamment financières, économiques, qui me permettront de convaincre le juge que mon préjudice se situe à tel ou tel niveau. Et là, on a d'emblée des difficultés. On a d'abord, est-ce que j'ai encore les données, compte tenu du fait que les pratiques ont peut-être porté sur une période très ancienne, à la fois... si on prend quelques exemples récents des pratiques qui ont pu durer sur 20 ans, 40 ans parfois même, dans certains cas, est-ce que j'ai encore en archive les informations dont j'ai besoin pour évaluer, quantifier le dommage que j'ai pu subir au cours de toute cette période, de toute la période infractionnelle. Et puis, deuxième difficulté, c'est que bien sûr, pour apprécier une situation avant-après ou apprécier une situation de contrefactuel, est-ce que j'ai les données de marché aussi? J'ai déjà peut-être pas les données de marché actuelles, mais alors si je dois en plus revenir sur une période ancienne, est-ce que je suis capable d'établir ce fameux scénario contrefactuel? Donc ça évidemment, c'est la première difficulté. Alors il y a des moyens désormais d'accéder aux pièces qui sont contenues dans le dossier de l'autorité de la concurrence, qui normalement, à l'occasion de son instruction, a pu aussi collecter un certain nombre d'informations. Mais on voit bien que c'est d'abord une difficulté de départ. Et puis, à l'inverse, si je me place en avocat de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la défense, la situation est finalement la même. Je peux très bien me retrouver dans une situation où je n'ai pas, moi non plus, les éléments, les données qui vont me permettre, notamment les données historiques, qui vont me permettre de combattre la position du demandeur. Et là aussi, je vais devoir trouver des moyens d'arriver à combler les manques et les trous et permettre, si possible, d'apporter une contradiction. Alors si en tant que demandeur, si le demandeur ne les a pas, ces informations, ces données, si le défendeur ne les a pas non plus, qui les a? Et c'est là où effectivement l'intervention de l'autorité de la concurrence peut être pertinente si on est dans un cas où l'affaire a donné lieu à une décision de l'autorité, parce que bon, on imagine, enfin, on se place toujours dans cette hypothèse de départ, dans cette prémisse selon laquelle on serait dans le prolongement d'une décision de l'autorité de la concurrence, mais évidemment il y a des situations, parfois simplement des clauses contractuelles qui se révéleraient anticoncurrentielles ou dont le caractère anticoncurrentiel émergerait, et à un moment donné, on n'est pas nécessairement dans le prolongement d'une décision. Donc, entre les mains de qui se trouvent ces informations et ces données? Donc, c'est un vrai point de difficulté alors, bon, voilà. Alors, c'est vrai que la directive, l'ordonnance et désormais le Code de commerce comblent en partie ces lacunes, mais seulement en partie, puisqu'on sait qu'il y a de larges trous dans la raquette, notamment dans les affaires
qui ont donné lieu à une clémence, et on sait qu'on ne peut pas accéder aux données enfin aux déclarations notamment de clémence. Pareil pour la transaction, même si moi je considère que, en ce qui concerne la transaction, je peux comprendre hein, que s'agissant de la transaction, l'entreprise qui décide de transiger, parfois le fait pour des raisons qui lui sont propres, mais ces raisons en général n'apparaissent pas, ne sont pas retranscrites dans les documents de la procédure, elle n'a pas à les motiver, à les justifier, à les expliquer à l'autorité de la concurrence. Donc voilà, parfois on peut s'interroger, mais j'ai relevé dans mes recherches un cas qui m'a paru assez intéressant de partager avec vous, et je pense que avec Emmanuel il y aura des choses à dire aussi. C'est le cas d'une transaction qui avait été menée par l'entreprise Deutsche Bahn en Allemagne. Deutsche Bahn, à un moment donné, a été très active sur le fait d'aller récupérer, demander des dommages et intérêts, parce qu'elle était victime d'un certain nombre de cartels. Et au moins une fois, elle est parvenue à transiger avec l'une des entreprises membres du cartel. Alors, transiger non pas sur le montant de la réparation, mais transiger pour obtenir des informations concernant les autres membres du cartel. Donc finalement, elle a décidé de payer. Voilà, elle n'avait pas les informations pour obtenir réparation à l'égard des membres du cartel, et donc elle a décidé de payer l'un des participants pour qu'il lui livre les informations qui concernaient les autres parties. Donc ça, c'est intéressant comme stratégie, qui a un coût, bien évidemment, on peut imaginer, mais si s'agissant d'une entreprise comme Deutsche Bahn, mais même d'entreprises de taille plus modeste, hein, on peut imaginer que les montants de réparation sont relativement conséquents, ça peut être une façon d'aller récupérer de l'information lorsque on n'a pas de moyens ni propres ni procéduraux pour parvenir à cette... Alors j'ai retrouvé ça dans un commentaire qui avait été fait, qui est publié dans la revue Concurrence, mais j'ai malheureusement pas les références exactement du cas, parce que ça fait l'objet d'une transaction, mais en tout cas, voilà, c'est documenté, comme on dit.